retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. En bande politisée, dans la course on veut l'Élysée. Selon les instituts de sondage, une majorité absolue est loin d'être acquise pour Emmanuel Macron. 258 à 298 sièges prévus, avec une majorité à 289. On est loin des 350 élus d'il y a 5 ans. Une majorité qui, si elle est relative, sera face à un premier bloc d'opposition sans entente possible, la NUPES. Même chose avec le RN qui devrait avoir un groupe parlementaire. Reste le LR-UDI, entre 45 et 70 sièges, qui n'auront probablement pas envie de servir de force d'appoint quand on voit le camouflet subi par les LR Macron compatibles à la présidentielle, comme Valérie Pécresse, ou aux législatives, comme Guillaume Larrivé par exemple. D'où notre grand débat, législative, la France va-t-elle être ingouvernable? Et vous êtes 74,4% à dire oui. Avec nous, Luc Gras, politologue et vraie voix. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir Philippe. On nous dit depuis des années que la proportionnelle rendrait la France ingouvernable. Le scrutin majoritaire va peut-être poser le même problème. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation absolument extraordinaire. Seulement en 1988, il y a eu une majorité relative avec Michel Rocard. Seulement 2 faits nouveaux interviennent qui contredisent complètement la situation de 88. C'est la réforme constitutionnelle qui a visé à limiter l'utilisation du 49.3 une fois par session, c'est-à-dire une fois par an, qui fait qu'on ne pourra pas, comme à l'époque de Michel Rocard, utiliser le 49.3 pour gouverner. Donc ça, c'est une limite essentielle. Et d'autre part, comme vous l'avez souligné, une configuration qui, avec la NUPES à 200 députés à peu près, fait qu'il y aura peu d'ouverture de ce côté-là, hormis peut-être quelques socialistes égarés à la NUPES. Il n'y aura donc pas de possibilité de ce côté-là. De l'autre côté, du côté de la droite, contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y aura pas beaucoup de possibilités non plus, puisque les derniers des Mohicans qui sont restés à LR sont a priori ceux qui ont le plus de convictions idéologiques, qui ne sont pas compatibles avec Macron et qui ont tout intérêt à attendre la fin de ce deuxième quinquennat pour revenir par la grande porte aux prochaines élections. Donc ça va pas être facile, ça risque d'être une forte cacophonie et on peut dire qu'il y aura de toute manière une majorité relative à l'Assemblée parce que même s'il avait une majorité absolue en chiffres, les LRM ont vocation en général à s'éroder dans le groupe parlementaire et 2, de toute manière, les stratégies politiques des différents acteurs font qu'ils vont devoir se détacher de LRM, par exemple comme Édouard Philippe, pour essayer de se mettre en position pour les prochaines présidentielles. Philippe Bilger. Mon cher Luc, je vois que vous avez une double casquette, chroniqueur ou spécialiste. Non, j'ai recouvré la mémoire tout à l'heure et j'ai considéré que la défaite au premier tour, enfin le désaveu présidentiel, venait du fait que probablement il y avait une aspiration profonde des Français à ne pas donner une majorité absolue, peut-être l'aura-t-il dimanche prochain, mais grosso modo on sent une volonté de limiter le pouvoir d'un président qui probablement en abuserait paradoxalement en créant une pauvreté démocratique encore plus intense. Le deuxième élément, comment dire, j'ai toujours considéré que l'argument contre la proportionnelle qui consistait à soutenir qu'avec elle le pays ne pourrait plus être gouverné était assez malicieux et pour tout dire de mauvaise foi. On connaît des pays qui ont la proportionnelle et qui ne sont pas de mauvais exemples pour la conduite de l'État. D'autre part, je n'ai jamais été un contempteur féroce de la 4e République. Bien sûr, elle changeait souvent de ministre et de président du Conseil, mais ça n'était pas aussi calamiteux qu'on le prétend. Et donc, dernier élément, Luc, lorsque Sud Radio, par principe, pose de bonnes interrogations, moi, je suis réticent devant des formules du genre « la France va-t-elle être ingouvernable ?» J'ai l'impression que la politique est toujours plus forte que les craintes qu'on a à son sujet. Et je suis persuadé que si, en effet,
le pire que vous avez décrit, les risques de dysfonctionnement arrivent, ça n'empêchera pas la France d'être gouvernée. Elle est beaucoup plus forte que tous nos pessimismes. Luc Gras. Alors, 3 observations. Tout d'abord, cher Philippe, votre optimisme vous honore. Premier point. Deuxième point, le problème, c'est qu'il y a évidemment dans le pays une volonté de limiter le pouvoir absolu de Macron. Ça, c'est une évidence. Dimanche, il y a plein de gens qui ont voté, qui n'ont pas voté pour Macron, qui avaient voté pour Macron pour barrer la route au Front National et qui, aujourd'hui, n'ont pas envie de soutenir Macron. Troisième chose, la pratique à l'Assemblée nationale repose tellement sur le fait majoritaire, sur le parlementarisme rationalisé, qu'il est très difficile d'avoir une pratique institutionnelle qui soit à l'allemande, avec une collaboration, avec des échanges. C'est très difficile. Ceci renforcé par le fait que la NUPES sont pas particulièrement, n'ont pas d'appétence pour collaborer éventuellement avec Macron. Donc le fonctionnement du Parlement français, c'est très difficile d'être nuancé, et surtout parce qu'il y a une forme de rejet de Macron. Françoise Devoix. Oui, moi je pense que c'est très sain ce qui est en train d'arriver. Je pense que c'est absolument, même si on a le sentiment que c'est ingouvernable, je crois que c'est absolument sain ce qui est en train d'arriver. Il y a un rééquilibrage. Emmanuel Macron n'est pas responsable de la Ve République et de ses dérives, et surtout de la façon finalement dont la psyché mute. Quand on se rentre à l'Élysée, qu'on s'assoit derrière ce bureau, on se dit d'un seul coup qu'on devient le chef d'État le plus puissant du monde occidental. Aucun chef d'État dans la zone OCDE, par exemple, n'a le pouvoir qu'a le président de la République. Ça, c'est vrai. C'est un pouvoir absolu. Il peut même déclencher la guerre. Il consulte le Parlement comme ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui tord la psyché en plus, et la réalité, si vous voulez, c'est que Macron, par sa propre personnalité, pousse au paroxysme cette logique de la présidentialisation. Ce qui est en train de se passer, c'est un mal peut-être pour un bien. Moi, je ne peux pas penser que c'est un mal à partir du moment où la gauche renaît. C'est juste exceptionnel de mon point de vue et vu de ma fenêtre, mais je pense que effectivement, je ne vois pas pourquoi les Républicains feraient le moindre cadeau à Emmanuel Macron. Ils sont quasiment morts parce que Emmanuel Macron est là. Si les Républicains veulent renaître un jour, ils sont obligés que Emmanuel Macron s'en aille. S'ils commencent à faire des alliances avec Emmanuel Macron, ils vont se retrouver dans le cas de figure. Vous allez avoir celui qui va briser les murs, c'est Édouard Philippe, et rebelote en 2027 avec une nouvelle invisibilisation des Républicains. Et je crois qu'ils le savent parfaitement. Et si Laurent Wauquiez prend les rênes du parti prochainement, il sait parfaitement qu'il va falloir aller au frontal. Et je pense que c'est le seul moyen, en fait, contrairement à ce que tout le monde pense. Moi, je suis plutôt sur la ligne bilgérienne, mais peut-être avec un autre argument. Je pense que obliger Emmanuel Macron à clarifier, à arrêter d'être dans ce grand tout et ce pas grand-chose et ces injonctions, ça va être très sain. C'est-à-dire, obliger, le contraindre va être quelque chose de sain. Il ne se laissera pas faire parce que l'animal n'est pas content, voilà. Mais aucun président n'a envie d'être contraint, surtout en France et surtout par le Parlement. Ok. Mais là, moi, je crois, au contraire, qu'il y a quelque chose qui se dessine, une forme de changement profond qui revient à un fonctionnement beaucoup plus sain. Moi, j'espère que la NUP sera encore plus haut que 210, 220, 230 sièges. J'interroge mon ami Luc Gras parce que il y aurait un cas de figure très marrant que personne n'évoque jamais, mais qui serait assez drôle et assez intéressant. C'est la NUPS, par exemple, à 240, et puis Emmanuel Macron à 239, personne n'ayant la majorité absolue, mais la gauche devant le président. Alors voilà, là, c'est Françoise Devoix, Premier ministre. Tout de suite, je vous immédiatement. Non, mais blague à part, vous comprenez, ça c'est aussi, comme de toute façon on est dans le temps, comment dirais-je, où jaillissent des choses incroyables. Moi j'ai eu des gens de droite qui ont voté dans leur circonscription directement Mélenchon pour commencer à calmer Macron. C'est ça qui m'a été donné comme argument. Alors, on est dans des trucs complètement barjots. Luc Gras, c'est l'info du jour. Françoise Devoix a des amis de droite. Non, je plaisante. Ma famille est de droite, la plupart, la moitié de ma Tout famille. arrive, il manque plus qu'elle passe à droite et la boucle est bouclée. Non, t'as raison, mon copain. Mais c'est pour ça qu'on aime mais ce qui est bien intéressant dans ce que dit Françoise, ce qui est intéressant dans ce que dit Françoise, c'est qu'on murmure. On a quand même eu là 5 ans de technocratie, et puis ceux qui avaient quand même des idées sur le fond, comme Blanquer, sont partis à la trappe.
Donc, ce qui est intéressant, c'est le retour du politique. Voilà, on est d'accord. Écoutez, ce qu'a fait Mélenchon, tout le monde reconnaît le coup de génie. Mélenchon a refait de la politique. C'est aussi simple que ça. Ça nous paraît extraordinaire. Alors, voilà, mais c'est ce qu'il a fait. C'est bien. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment-là, pour qu'on revienne à un fonctionnement avec une possibilité d'alternance, ce qu'interdit le macronisme, il faut que la droite fasse la même chose qu'a fait la NUPES à droite. Absolument. Il faut qu'aujourd'hui, évidemment, il y ait un souffle, qu'on fasse de la politique. Ce qui était frappant toutes ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a plus d'enthousiasme pour la politique. Avec Chirac, avec Mitterrand, il y avait de l'enthousiasme pour la politique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enthousiasme. On n'est plus passionné par la politique. Et dernier point... Moi, je crois que les Français restent passionnés, hein, Luc, pardon. Eh ben, tant mieux. Parce qu'on leur a pas donné... La moitié va pas voter. Mais c'est pas vrai, on leur a pas donné les débats. Regardez, pendant la présidentielle, dès qu'il y a eu le moindre débat, tout le monde s'est jeté dessus. Vraiment, il y a une soif de débat, de la dispute française. Moi, je suis pas d'accord avec vous du tout, Luc, là-dessus. Luc ? Alors, d'accord. Alors, oui, mais parce que c'est une chose d'être passionné par la politique et une autre de se déplacer pour aller voter dans les urnes quand vous avez des propositions où vous ne rencontrez pas une offre qui correspond à ce que vous voulez. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux auditeurs de Sud Radio, 74% pensent que c'est de la cacophonie qui va arriver. Bon, moi, je suis assez d'accord avec ça qu'on va avoir des problèmes parce que Françoise le connaît aussi bien que moi. L'intérieur du fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est très compliqué pour aller chercher des majorités dans les commissions quand vous n'êtes pas d'accord. Et donc, regardez, en termes de compétences, ça va être compliqué parce que s'il y a une majorité relative des gens de chez Macron, même quand ils étaient majoritaires, ils avaient du mal à trouver des rapporteurs sur les textes importants. Mais politiquement, etc. Donc, et c'est très bien politiquement de le contraindre. Oui, il va y avoir de la cacophonie, mais on peut espérer, avec l'esprit bienveillant qu'a manifesté Philippe Bilger, qu'on trouve les voies et moyens de résolution de ces différends. Mon cher Luc Grand, on va analyser ça en détail, avec un docteur en psychologie. Dans quelques instants, vous êtes désormais 74,3% à penser que oui, la France va être ingouvernable. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Notre grand débat, la France va-t-elle être ingouvernable? Vous êtes toujours 74,3% à dire oui avec nous. Luc Gras, politologue et vraie voix, Jean Dorido. Oui, alors moi j'aurais une question pour Luc Gras, parce qu'effectivement il y a cette interrogation autour de la gouvernabilité de la France, et en même temps, vous l'avez rappelé, ça n'est pas si rare que ça. Vous avez rappelé 1988, Michel Rocard, pas de majorité absolue. On a connu le quinquennat de François Hollande avec ces fameux frondeurs du Parti Socialiste qui ont un peu flingué son quinquennat. Pour autant, il y avait quand même un gouvernement qui gouvernait, une France qui fonctionnait. Et du coup, j'aimerais avoir votre analyse de politologue, de savoir j'entends parler de contraintes, dans quelle mesure finalement, même si c'est sûrement pas très bon pour la France de ne pas avoir une ligne politique claire, dans quelle mesure est-ce que finalement ce dernier quinquennat du président Macron, parce qu'il ne pourra pas constitutionnellement parlant se représenter quoi qu'il arrive, dans quelle mesure est-ce que c'est si compliqué que ça de gouverner avec, a priori, on verra dimanche prochain, une majorité soit très fragile, voire même non absolue à l'Assemblée? Luc Gras. Alors c'est intéressant parce que prenons l'hypothèse d'un texte de loi qui est déposé sur le bureau de l'Assemblée et qui vient devant l'hémicycle. Si vous avez une majorité relative de la sensibilité de M. Macron, de deux choses l'une, ou le texte sera voté, mais ne sera pas évidemment voté avec une majorité absolue, puisqu'il ne l'aura pas, et les oppositions ne seront pas unies contre le texte, et à ce moment-là, le texte passera, ou les oppositions seront unies contre le texte du gouvernement, et à ce moment-là, la seule solution pour le faire passer sera le 49.3. On a déjà dit que le 49.3 ne pourrait être utilisé qu'une fois par an. Sauf pour le budget, donc, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Sauf pour les questions budgétaires. Oui, voilà, ça c'est tous les ans on peut le faire passer comme ça, mais enfin ça fait un petit peu. Oui, ça c'est dramatique. Si on passe le budget au 49.3, c'est te dire le climat politique. Oui, ça c'est clair. C'est simplement qu'il n'y a plus de majorité dans le pays, parce qu'on dit que la majorité se dégage au moment du vote du projet de loi de finances. C'est ce qui qualifie. Si vous le votez à chaque fois au 49.3, c'est ce qui qualifie un pays. Après, on peut avoir les plus grands discours. Ce qui qualifie un pays, c'est son budget.
toujours. Voilà. Pardon de le rappeler, parce que là, j'entends des experts qui parlent entre eux, c'est très très intéressant, bien sûr. Pour autant, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, les Français ne vont pas voter, ils ne votent pas pour le Parlement, et je serais curieux, si on fait un micro-trottoir, qu'on interroge même 100 Français, de savoir combien de Français sont en capacité de décrire les lignes directrices du précédent budget voté par l'Assemblée nationale. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui vraiment... Je pense qu'on se trompe, que tu te trompes, Jean. Je pense que les Français sont absolument politiques, ils voient tout. Et moi, je suis toujours sidéré des discussions qu'on a. Ils comprennent tout. La femme qui on se dit à dire, ils savent pas qu'est-ce que c'est. C'est pas vous qui dites ça, Jean. Hein. Mais ça n'est pas vrai. Les Français regardent tout. Alors, est-ce qu'ils sont pas dans la technique, bien sûr, mais ils savent très bien qu'est-ce que c'est qu'un 49.3. Ils savent très bien qu'est-ce que c'est qu'une contrainte budgétaire. Ils savent très bien qu'est-ce que c'est qu'une contrainte politique. Moi, je rejoins Luc. Vous allez avoir, à un moment donné, des unions sacrées, comme on en connaît par exemple au Sénat, parce que n'oubliez pas quand même que le Sénat est à droite encore, hein, donc voilà, on va avoir des unions sacrées, on peut avoir des unions sacrées gauche-droite contre le gouvernement pour faire plier Macron. On peut avoir cela. On peut avoir, regardez la commission d'enquête parlementaire sur Benalla au Sénat. Oui. Ça a été à U et à Dia, gauche-droite, droite-gauche. Hein, alors qu'elle avait été enterrée un temps de première classe Philippe à l'Assemblée nationale. Philippe Bas, Patrick Caner, et puis le socialiste, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il était très très bien. La réalité, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, l'Assemblée peut faire de la politique et à un moment donné, décider, là non, c'est ligne rouge, Monsieur le Président, c'est non. Il y a eu des points de convergence dans la crise sanitaire entre la gauche et la droite. Il y en a eu beaucoup. On ne sait pas qu'est-ce que vont être ces 5 ans. Et il y a des gens qui nous disent, après tout, Macron va dissoudre. Moi, je ne crois pas du tout à cette fable. D'abord parce que je pense qu'il y a un précédent très douloureux, c'est Chirac et Jospin. Et que la dissolution, ça n'est pas que appuyer sur un bouton. Et je crois que Macron n'utilisera pas cette arme à la légère, si tant est qu'il ait une majorité relative. Philippe Bilger veut réagir et le mot de la fin, Gras. Mais rapidement, Luc a évoqué tout à l'heure, pour son raisonnement, la rationalisation du Parlement voulue par le général de Gaulle et par les réformes qui ont suivi. Est-ce que vous ne croyez pas, Luc, tout de même, que une forme de très léger désordre organisé, même si le vocabulaire paraît incongru, pourra entraîner un petit peu de vie dans cette Assemblée nationale qui meurt d'absence de véritables contradictions et peut-être de cette spontanéité politique dont on a besoin? Luc Gras. Je ne partage pas, Philippe, complètement cette analyse, parce que je crois que ça fait abstraction du profond malaise qu'il y a dans ce pays, qui fait que quand Macron va faire des propositions, prenez par exemple les retraites, la NUPS va pas pouvoir le suivre, personne de sensé va pouvoir suivre Macron quand il aura des réformes technocratiques. Et la rue va prendre de l'influence. Et je crois qu'on va vers des temps difficiles parce que Emmanuel Macron n'a ni troupes, ni philosophie politique derrière, ni appui véritablement populaire. Et un président qui est ainsi fait avec autant de pouvoir sous la Ve République, mais à qui on enlève le parlementarisme rationalisé, il va vers des grosses difficultés. Et je pense qu'une sortie sera évidemment de repartir devant le peuple. En tout cas, ce qui est assez certain, c'est que dimanche soir, l'après-Macron est commencé parce qu'il n'aura pas de majorité unie derrière lui, même s'il a une majorité absolue, ce que je ne crois pas, mais il n'aura pas de majorité unie derrière lui. Parce qu'Édouard Philippe sera là, bien sûr. Mais Édouard Philippe, déjà, vous enlevez 40 députés. Je sais, il a besoin de sortir. De toute façon, il a besoin de sortir. Et donc, on va vers des temps difficiles. Et cette approche, cher Philippe, que vous avez de dire ça va remettre de la démocratie, on va échanger, ce serait vrai dans une démocratie. Il y a un problème de liaison. Je pense qu'il voulait dire ce serait dans une démocratie qui irait bien, mais que ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'était le moment où Luc était d'accord avec moi. C'est pour ça que c'est véritablement du sabotage. Merci beaucoup, Luc Gras, comme la ligne a sauté. D'où notre grand débat. La France va-t-elle être ingouvernable? Vous êtes 73% complotiste. Non, c'est pas possible. Vous êtes 73,4% à dire oui.